Nous allons maintenant revenir au cas de série dont le terme général n'est plus forcément un réel positif. Donc, c'est-à-dire qu'on peut avoir une suite de réels, mais qui change de signe, ou alors on peut même avoir une suite de nombres complexes. Donc, dans ces cas-là, les théorèmes qu'on a établis là, dans les paragraphes précédents ne marchent plus du tout, ce qui est regrettable puisqu'ils étaient vraiment efficaces pour prouver la convergence d'une série. Donc, on va réussir à quand même s'y ramener grâce à la notion de convergence absolue. Donc là, on revient au cas général où la suite UN, ce sont soit des réels qui peuvent changer de signe en fonction de n, soit même des nombres complexes. Donc là, ça n'a même pas d'intérêt, de sens plutôt, de s'interroger sur leur signe. Donc on définit la notion de convergence absolue. On va dire que la série des UN converge absolument lorsque la série des modules de UN converge. Donc si on met un module, donc ce sont des réels positifs. Alors si jamais les UN sont des réels, c'est soit le module, soit la valeur absolue, puisque les deux coïncident. Mais en tout cas, là, on est ramené à une série à terme positif. Donc pour savoir si cette série converge absolument, on étudie cette série. Et là, comme on a des réels positifs, et bien là, on peut utiliser nos théorèmes de comparaison. Alors, est-ce que ça nous donne des informations sur la série de termes général UN? C'est-à-dire, est-ce que converger absolument, ça signifie converger? Ça serait bien, sinon le vocabulaire serait mal choisi. Donc la réponse est oui, c'est le théorème 23. Donc si une série de termes général UN converge absolument, alors elle est convergente, dans le sens où ses sommes partielles ont une limite finie. Donc, quand les UN sont des complexes où on change de signe avec n, par exemple quand il y a moins 1 puissance n, on met un module ou une valeur absolue, on a une série à terme positif, et si cette série converge, on peut en déduire que la série de termes général UN converge. Donc c'est une condition suffisante qui permet de régler pas mal de cas. Par contre, si la série des modules diverge, on n'a aucune information sur la série des UN, elle peut converger ou diverger. Donc là, on verra ça en fin de paragraphe, ce sont les cas les plus difficiles. Donc on va déjà démontrer le théorème 23. Alors on se place déjà d'abord dans le cas où les UN sont des réels, et on suppose que la série des valeurs absolues converge. Donc, on décompose pour tout n un en ce qu'on appelle sa partie positive et sa partie négative. Alors, une autre façon d'écrire ces deux choses, c'est d'utiliser la valeur absolue. C'est un plus valeur absolue de un sur 2 moins valeur absolue de un moins un sur 2. Donc là, vous faites un calcul de fraction, ça fait bien un. Et donc, cette fraction, on l'appelle an, et cette fraction, on l'appelle bn. Alors on va voir que an et bn sont des réels positifs. En effet, par propriété de la valeur absolue, en général, x est compris entre moins valeur absolue de x et valeur absolue de x. Donc là, on le fait pour x égale un. Et donc, en faisant passer ce terme à droite, on obtient que an est positif. Et en faisant passer ce terme à droite, on obtient que bn est positive. Ensuite, en rajoutant valeur absolue de un et en divisant par 2, on obtient que an est plus petit que valeur absolue de un et que bn est plus petit que valeur absolue de un. Donc on a des séries à termes positifs qui sont majorées par la valeur absolue de un. Or, on a supposé que la série des valeurs absolues converge. Donc par comparaison de séries à termes positifs, on sait que les séries de termes généraux an et bn convergent aussi. Et donc comme un c'est an moins bn, on a vu dans le théorème 12 qu'on peut en déduire que la série de termes général un est convergente. Alors maintenant, pour une suite à valeur complexe, donc cette fois on suppose que la série des modules est convergente. Donc on a pour tout n la valeur absolue de la partie réelle qui est plus petite que le module, et la valeur absolue de la partie imaginaire qui est plus petite que le module. Donc, bien sûr, les valeurs absolues sont positives, et on sait que la série des modules est convergente. Donc par comparaison de séries à termes positifs, on en déduit que la série des valeurs absolues de la partie réelle et la série des valeurs absolues des parties imaginaires sont convergentes. Donc la série des parties réelles et la série des parties imaginaires convergent absolument. Et donc d'après la première partie de notre démonstration, comme ce sont des nombres réels, on en déduit que ce sont des séries convergentes. Alors si on introduit les sommes partielles, donc Sn c'est pour
la série de termes générales UN, AN c'est pour la série de termes générales partie réelle de UN, et BN c'est pour la série de termes générales partie imaginaire de UN. Donc ici ce sont des complexes, les deux autres ce sont des réels. Donc ici on a dit que ces deux séries convergent, c'est-à-dire que nos suites des sommes partielles sont convergentes. Or, AN c'est la partie réelle de SN et BN c'est la partie imaginaire de SN, puisqu'on a vu que la partie réelle d'une somme c'est la somme des parties réelles, et pareil pour la partie imaginaire. Donc on a la partie réelle de SN et la partie imaginaire de SN qui sont des suites convergentes. On a vu dans le chapitre sur les suites qu'on peut en déduire que la suite complexe SN est convergente. Et donc par définition, si les sommes partielles convergent, on a montré que la série est convergente. Alors voyons voir des exemples. Typiquement, c'est quand on a moins 1 puissance n. Donc là, les termes sont une fois positifs, une fois négatifs. Donc on ne peut pas du tout utiliser ce qu'on a fait avant. Donc l'idée, c'est de tuer le moins 1 puissance n avec une valeur absolue. Donc on fait valeur absolue de moins 1 puissance n sur n carré, ça fait 1 sur n carré. Comme 2 est strictement plus grand que 1, la série de Riemann de termes généraux 1 sur n carré converge. Donc la série des moins 1 puissance n sur n carré, elle converge absolument, et donc elle est convergente. Donc là, on s'est tout simplement ramené, grâce à une valeur absolue, une série à termes positifs. Alors, deuxième exemple qui est un petit peu culturel, c'est la fonction de Weierstrass. Donc on fixe deux réels A et B, et on suppose que B est strictement entre 0 et 1. Et à un réel X, on associe cette somme de séries. Donc il y a une parenthèse en trop ici. Et on veut montrer qu'elle est définie sur R. Alors, comme il y a un cosinus, le signe peut être positif ou négatif, puis ça peut changer en fonction de n. Donc ça va être compliqué. L'idée, c'est de mettre une valeur absolue pour que ça soit toujours positif. Donc si on met une valeur absolue, comme b est positif, on peut sortir b puissance n, et puis la valeur absolue d'un produit, c'est le produit des valeurs absolues. Et si valeur absolue de cosinus, c'est plus petit que 1, donc on majore par b puissance n. Or ici, on reconnaît le terme général d'une série géométrique. Alors comme b est strictement entre 0 et 1, on sait que la série géométrique de termes général b puissance n converge. Donc par comparaison de séries à termes positifs, la série des valeurs absolues de b puissance n cosinus a puissance n px est convergente, c'est-à-dire que la série des b puissance n fois cosinus a puissance n px converge absolument, et donc elle converge. Et là, x est un réel quelconque, donc c'est vrai pour tout x. Donc on a montré que si on pose f de x égale la somme de cette série, f est définie sur R. Donc là, c'est un peu une ouverture sur le programme de seconde année, où pour avoir de nouvelles fonctions à disposition en plus de nos fonctions usuelles, vous allez définir les fonctions à partir de sommes de séries et essayer d'étudier ce genre de fonctions. Donc là, on a appris à trouver l'ensemble de définitions. Il faut chercher pour quelle valeur de x la série est convergente. Après, culturellement, donc, cette fonction s'appelle fonction de Weierstrass. Et donc elle est connue puisqu'elle a la propriété suivante, elle est continue en tout point de R. Donc quand on trace sa courbe, on ne lève jamais le crayon. Mais par contre, elle n'est dérivable en aucun point. C'est-à-dire qu'en chaque point, on a un espèce de point anguleux. Donc quand on va la dessiner, ça va faire un espèce d'énorme gribouillis. En fait, c'est non représentable. On ne peut en voir que des valeurs approchées. Donc je vous ai mis un lien vers une page Wikipédia pour que vous puissiez regarder un petit peu tout ça. En tout cas, donc, les séries permettent de donner des exemples de fonctions continues partout et dérivables nulle part. Alors ensuite, on peut donner quelques propriétés de la convergence absolue. Donc si on suppose qu'on a deux séries absolument convergentes, donc on a l'inégalité triangulaire. La valeur absolue d'une somme de séries, c'est plus petit que la somme de la série des valeurs absolues. Et ensuite, la série de termes général un plus vn et la série de termes général lambda un sont aussi absolument convergentes. Donc par combinaison linéaire, l'absolue convergence est conservée. Donc voyons voir la preuve. Donc on suppose nos séries absolument convergentes. Ça veut dire que ces quatre séries convergent. Celle avec les modules, c'est la définition. Et celle sans les modules, c'est le théorème qu'on a démontré précédemment. Alors, l'idée c'est toujours pareil, c'est d'utiliser les propriétés qu'on a pour des sommes finies.
puis de faire un passage à la limite pour avoir des sommes de série. Donc là, on prend grand N plus grand que N0 et on écrit l'inégalité triangulaire pour une somme finie. Et ensuite, on va faire tendre grand N vers plus l'infini. Alors à droite, c'est une somme partielle de séries convergentes. Donc les sommes partielles convergent vers la somme de la série. Ici, donc sans les valeurs absolues, c'est aussi une somme partielle de séries convergentes. Donc quand grand N tend vers plus l'infini, ça converge vers la somme de la série. Et ensuite, on peut prendre la valeur absolue d'une limite, puisque la valeur absolue continue sur R. Donc on obtient ça. Et donc par passage à la limite dans cette inégalité, on obtient l'inégalité avec des sommes infinies. Alors deuxième point, comme on a supposé que les séries des modules convergent, d'après le théorème 12, on sait que la série des modules de un plus module de Vn converge aussi. Mais par inégalité triangulaire, on sait que module de un plus Vn, c'est plus petit que la somme des modules. Et donc par comparaison de séries à termes positifs par inégalité, on en déduit que la série de termes général module de un plus Vn est convergente. C'est-à-dire que la série de termes général un plus Vn converge absolument, ce qu'on voulait montrer. Ensuite, si je multiplie la série de termes général module de un par module de lambda, elle est encore convergente puisque je multiplie par une constante. En faisant rentrer module de lambda à l'intérieur, j'obtiens module de lambda un. Et si cette série converge, ça signifie bien que la série des lambda un converge absolument, ce qu'on voulait démontrer. Voilà, donc maintenant, quand vous n'avez pas une série à termes positifs, il faudra penser à prendre le module ou la valeur absolue. Et si vous obtenez une convergence absolue, alors vous obtenez une convergence. Par contre, il reste une difficulté, c'est que si la série des modules diverge, eh bien on ne peut rien en conclure. Alors, on pourrait dire diverge absolument, mais comme on ne peut rien en conclure, ce vocabulaire n'est pas utilisé. Donc je répète, si cette série diverge, on n'a aucune information sur cette série. C'est les cas le plus pathologiques. Et on leur donne un nom, on appelle ça la semi-convergence. Donc on dit qu'une série est semi-convergente lorsqu'elle est convergente, mais pas absolument convergente. C'est-à-dire que la série des un converge, mais pas la série des modules. Donc là, ce sera vraiment les exemples les plus compliqués. Je ne vais pas vous donner de méthode générale, c'est au cas par cas. Alors, il y a quand même un exemple qui est célèbre, c'est la série des -1 puissance n sur n. On appelle ça la série harmonique alternée, c'est-à-dire que vous faites la somme des inverses des entiers, mais vous alternez les signes. Alors celle-ci, elle est semi-convergente, et on peut montrer que sa somme vaut moins ln de 2. Donc voyons la preuve. Alors là, l'exercice est compliqué, hein. Il ne faut pas imaginer le faire sans indication, mais je voulais vous donner un exemple d'étude de série semi-convergente. Donc si on met des valeurs absolues, on obtient la série harmonique, on sait qu'elle diverge. Donc on peut dire que la série de termes général -1 puissance n sur n ne converge pas absolument. On va voir sur cet exemple que ça ne l'empêche pas de converger. Donc on va étudier la série sans les valeurs absolues. Elle n'est pas à terme positif qui a -1 puissance n, donc là on est obligé de revenir au tout début du chapitre. Il faut montrer que les sommes partielles convergent. Donc on appelle Sn les sommes partielles. Alors l'idée c'est de faire apparaître des intégrales. Donc première chose qu'on fait, c'est qu'on fait un petit changement d'indice pour que ça marche mieux dans la suite. On pose k' égale k-1. Donc k c'est k' plus 1, et on arrive là. Et là, 1 sur k plus 1, on remarque que c'est l'intégrale de 0 à 1 de t puissance k. Et l'intérêt de faire apparaître une intégrale, c'est qu'on peut utiliser la linéarité de l'intégrale. C'est-à-dire que le sigma et la constante, on peut les rentrer dedans. On se retrouve avec l'intégrale de cette somme. Et alors cette somme, si on l'arrange un peu, ça fait la somme des moins t puissance k. Il y avait un moins en trop qu'on a mis devant. On se retrouve avec une somme géométrique. Donc on la calcule. Alors on a le droit d'écrire ça si t est différent de -1, mais ça marche puisque t va de 0 à 1, donc il ne passe pas par -1. Ensuite on coupe ça en deux morceaux par la linéarité de l'intégrale. Et ce premier morceau on le calcule, ça fait moins ln de 2, plus ce morceau. Donc là, vous voyez que
on est parti d'une expression avec un symbole sigma, et à la fin, il n'y a plus de sigma, il n'y a plus qu'un symbole intégral. Alors pour montrer que la limite c'est moins ln de 2, il faut montrer que ce terme converge vers 0. Alors on a appris à le faire dans le chapitre sur l'intégration. Pour montrer qu'une intégrale tend vers 0, il faut l'encadrer en valeur absolue par une suite qui tend vers 0. Donc on met des valeurs absolues, on obtient ça. Première étape, on utilise l'inégalité triangulaire pour l'intégrale. Donc la valeur absolue de l'intégrale, c'est plus petit que l'intégrale de la valeur absolue. Et ici, dans l'intégrale, t est entre 0 et 1, donc il est positif. Donc la valeur absolue de ceci, c'est t puissance n sur 1 plus t. Or, pour t entre 0 et 1, 1 plus t est plus grand que 1, donc on peut majorer l'intégrande par t puissance n. Par croissance de l'intégrale, cette intégrale est majorée par 1 sur n plus 1. Donc si on recolle les morceaux, la valeur absolue de notre intégrale est majorée par 1 sur n plus 1, par transitivité des inégalités. Ceci tend vers 0. Ici, on a une valeur absolue, donc c'est positif. Donc on utilise le théorème de majoration de l'erreur qui nous dit que cette intégrale tend vers 0. Et donc notre suite Sn tend vers moins ln de 2, qui est une limite finie. Donc par définition, on a bien montré que la série est convergente, et sa somme est égale à moins ln de 2. Donc c'est l'exemple le plus classique de série semi-convergente. Alors, une petite difficulté qui n'est pas au programme de PCSI, mais que vous allez rencontrer en probabilité et en maths spé, qu'on va un tout petit peu étudier en exercice, c'est que pour une série qui est absolument convergente, l'ordre des termes n'intervient pas, comme pour une addition où l'ordre des termes commute. Mais pour les séries semi-convergentes, si vous changez l'ordre des termes dans la somme, ça change le résultat. Ce qui est quand même assez étonnant, parce que l'addition ne commute plus. Donc ça vient du fait que quand vous faites une somme de séries, ce n'est pas vraiment une addition, parce qu'il y a eu un passage à la limite, et ce passage à la limite fait que l'addition peut ne plus commuter. Donc par exemple, ici, si je change l'ordre des termes, je vais trouver autre chose que moins ln de 2. Pour ça, bien sûr, rassurez-vous, ce n'est pas au programme de PCSI, mais c'est quand même bien d'en avoir entendu parler. Alors si on fait un petit bilan sur les notions qu'on a vues, donc sur les séries divergentes, il y avait en particulier les séries grossièrement divergentes, c'est le terme général ne tend pas vers 0, mais il restait un énorme morceau, c'est les séries dont le terme général tend vers 0, mais qui divergent quand même. Il ne faut pas se tromper, vous avez tendance à penser que c'est vide, mais en fait c'est 99% des cas. Et donc il faut toujours penser à la série harmonique. 1 sur n, ça tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Mais la série des 1 sur n, c'est-à-dire si vous additionnez tous les inverses des entiers, ça diverge vers plus l'infini. Donc là, dans ce morceau qu'on connaît mal, il y a la série harmonique. Et alors pour les séries convergentes, donc il y a les séries absolument convergentes, qui incluent les séries à termes positifs, qui ont des très bonnes propriétés, et les séries semi-convergentes, qui convergent, mais pas avec le module, ou la valeur absolue, qui vont nous poser des difficultés. Ceci termine ce paragraphe.